Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Aujourd'hui, je ne suis pas à Paris, mais je suis à Lyon dans la galerie Le Réverbère. Nous sommes dans un espace de la galerie, nous sommes au calme, mais je m'excuse par avance si vous entendez des bruits, nuisances sonores ou s'il y a un peu d'écho. Je suis en compagnie de Catherine Derrioz. Bonjour. Vous êtes directrice de cet espace avec le photographe Jacques Damez de la galerie Le Réverbère. Votre galerie montre de la photographie contemporaine depuis plus de 40 ans. Vous avez fêté vos 40 ans l'année dernière. Et vous êtes dans le 1er arrondissement à Lyon. Vous êtes engagé depuis la première heure dans la mise en avant de la photographie à travers plein de projets. Et vous avez créé, entre autres, il y a 8 ans, un agenda trimestriel dédié à l'actualité photographique à Lyon, qui se nomme Photographie, parenthèse S, Lyon et compagnie. Actuellement dans la galerie, il y a une exposition William Klein qui se termine le 23 juillet 2022. Pour commencer notre entretien, pourriez-vous vous présenter avec vos mots ? Difficile, comme se présenter. Je suis née à Lyon, confluent du Rhône et de la Saône, j'aime bien le dire, parce que c'est une des rares villes qui est construite sur un confluent. Ça dit des choses aussi, et une manière d'être, je pense. Je suis née d'une mère institutrice et d'un père prof d'anglais. Je suis entrée en photographie, parce que je pense que c'est le bon terme, presque comme dans les ordres, lors de mes retrouvailles, parce que je l'avais connu encore plus jeune, avec Jacques Damez, qui était déjà photographe en 79. Et dès démarrage, je me suis jetée à bras ouverts dans la photographie, parce que moi j'étais à ce moment-là étudiante dans un tout autre domaine que je ne regrette pas, en sciences sociales du travail. J'étais en maîtrise, maintenant on dirait master 2 de sciences sociales du travail. J'allais faire un DEA en sociologie, ça par contre j'aimais bien, mais la photographie m'a happée avec la rencontre avec Jacques en 79. Donc on a créé un premier collectif qui s'appelait le CLAP, Collectif Lyonnais d'Action Photographique. Je vois votre sourire, c'est très années 70, mais on a été marqués par cette époque, on était plus jeunes, mais nos exemples, nos maîtres venaient de là. Très vite on a créé une première galerie dont on est parti un an plus tard, parce que voilà, on était en désaccord sur les grands principes. Et moi je me suis mis à travailler à la galerie, non pas à la galerie à l'époque, à la librairie Le Réverbère, qui était la première librairie photo-cinéma de France, spécialisée, ce qui était osé. C'était Patrice Comte qui la dirigeait, donc quand j'y suis rentrée, c'était pas Patrice Comte, c'était une femme complètement originale et drôle, et qui follement m'a laissé les clés de sa librairie pendant qu'elle partait en vacances dans les années 80, l'été 80. Je lui ai dit, mais vous êtes dingue, j'ai jamais fait ça de ma vie et tout. Voilà, donc je suis née à la photographie là aussi, parce qu'évidemment, je me suis formée en autodidacte dans une librairie. Tu me diras, je pense que ça reste une des meilleures formations possibles, parce que le livre, c'est précieux, c'est important. Donc, elle m'a laissé les clés, et puis quand elle a revendu justement à Patrice Comte, elle m'a dit, tu devrais la garder. Ça, je l'ai su après. Elle est très bien, elle est investie, tout ça. Donc, en effet, il m'a gardée. J'ai fait mon début de DEA et j'ai laissé tomber le DEA. Et il nous a proposé, avec Jacques, de reprendre, de développer. Il avait commencé juste à faire des expositions de photographie liées à l'édition, aux livres qui sortaient. Et nous, voyant ce qu'on avait fait avant, quand on venait de quitter cette galerie, il nous a proposé de créer un projet. Voilà. Donc là, on a réfléchi et on a imaginé la galerie comme on la rêvait, c'est-à-dire dédiée à la photographie et aux photographes surtout. Parce qu'il faut rappeler à la jeunesse d'aujourd'hui, dont vous faites partie, et souvent on ne me croit pas là-dessus, c'est qu'il y a 40 ans, la photographie n'était pas reconnue comme un art. Elle était
appréciée, elle avait des amateurs, il y avait toujours eu du public pour la photographie. Mais dans le milieu de l'art et de l'art contemporain, elle était le parent très très pauvre. Donc il y avait tout à faire. Et les musées, les centres d'art, qui étaient moins nombreux que maintenant en plus, ne s'intéressaient pas à la photographie. Donc si vous regardez l'histoire de la photographie en France, beaucoup de lieux sont nés. Arles, le musée Niepce, le Château d'Eau à Toulouse, les festivals en Bretagne, sont tous nés à l'initiative de photographes. Donc Jacques, lui aussi, on s'est dit, puisqu'il ne s'intéresse pas à nous, prenons-nous en main et créons un lieu. Et un lieu où on s'engage pour les photographes, pour faire exister leur travail, pour les aider à se faire reconnaître. Donc nous sommes rencontrés, moi je venais d'avoir 20 ans et lui allait les avoir à la fin de l'année, donc nous étions très jeunes, et ça ne nous a pas quittés, et on a inventé ensemble notre histoire. Mais lui était déjà photographe dans sa pratique et dans sa tête depuis 4 ou 5 ans. Comme souvent les photographes, à l'adolescence, les choses se déclenchent. Voilà. Et donc, comme on n'avait pas d'outils, comme on ne pouvait pas rencontrer, on s'est dit que la galerie nous ferait rencontrer des photographes. Et que lui a toujours pensé et continue à le penser. Et en tant qu'enseignant, il a été beaucoup enseignant pour vivre aussi, mais par plaisir et par prosélytisme presque, pour faire partager sa passion de la photographie. Il faut rencontrer les gens, il faut parler avec eux, il faut aller en profondeur dans l'échange. Nous, on était à une époque où, le débat était vif, mais on restait copains. 5 minutes après, on était toujours aussi copains. Ça, c'est dommage. Je trouve que maintenant, on ne peut plus lever la voix un peu. Dès qu'on lève la voix, c'est terminé. On peut plus, de façon légère et amicale s'invectiver, si on peut dire. Et moi, j'ai appris à juger, entre guillemets, des images, le mot interdit, juger. Si, on est humain, on juge tous, c'est pas vrai qu'on ne juge pas. Par contre, ce qui est important, c'est on dit pas j'aime pas. Il faut comprendre pourquoi j'aime ou j'aime pas. Voilà. Et moi, j'ai été formée grâce à des gens comme Jacques Damez, Robert Luc, dans un club qui s'appelait Regard. Et moi, je ne faisais pas de photographie, c'est le comble. Je venais au club photo et je les écoutais argumenter, discuter de leurs projets, s'engueuler amicalement, parler de l'image vraiment avec passion, quoi. Et ça, c'est resté quelque chose qui... Oui, c'est là qu'on a fait notre école, quoi. Et donc du coup, la galerie était vraiment liée encore à la librairie. Au début, on était rue Neuve à Lyon, pas très loin de là où on est maintenant, tout près du musée des Beaux-Arts. Et il y avait un tout petit espace, si les gens qui connaissent la galerie de maintenant, l'entrée, c'était en gros notre première galerie, en un tout petit peu plus long et un peu plus étroit. 10 mètres carrés, quoi. Oui, c'était vrai. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je me suis jamais posé la question de la surface, mais c'était tout petit. On a fait vraiment, et je me rappellerai toujours la parole étonnante de Jean-Claude Lemagny. Il me dit les grandes choses se font souvent dans les petits lieux. Et parce qu'on avait un complexe de ça, parce que nous, on venait pas, comme la plupart, pas tous, mais la plupart des gens de notre milieu, on n'avait pas d'économie, pas de parents qui nous suivaient. Au contraire, ils étaient presque un peu inquiets de là où qu'on se lance dans un tel projet. On n'était pas des... Jacques, ses parents sont du milieu ouvrier, moi du milieu enseignant. Ce ne sont pas des gens qui avaient la culture de l'entreprise, parce que c'est quand même une entreprise aussi, une galerie. Donc, on avait beaucoup d'handicaps. On n'était pas de Paris, ça on pourra en reparler. On n'était pas du milieu attendu dans ce type de profession. Donc, tout ça, ce sont des faiblesses, mais ce sont aussi devenus des forces, parce qu'aussi, on a pu s'inventer, l'air de rien, discrètement, dans notre coin, à imaginer notre projet. Donc, la librairie nous protégeait, parce qu'il y avait une économie par la librairie. Et le lieu a existé de 81 à 87 pour la photographie, pour la galerie, la partie galerie. Ensuite, on a trouvé ce lieu ici, rue Burdeau, sur les pentes de la Croix-Rousse, en 88. Et ce qui est assez joli, c'est que chacun de notre côté, on avait trouvé l'endroit.
On était un peu vexés chacun. Merde alors. Bon, l'endroit est incroyable parce qu'il est grand, il y a 300 mètres carrés, il y a des réserves, il y a une ambiance, on est au sud, c'est calme, il y a plusieurs espaces, c'est grand et intime comme je vous le disais tout à l'heure et ça se sent dans les expos, le public y est bien et nous aussi, puisque plus de 30 ans plus tard dans ce lieu-là, on n'a pas usé l'espace, si on peut dire. Alors que dans notre autre petit lieu, il y a un moment, on s'est trouvé coincé. On pouvait pas faire de l'expo collective, donc on pouvait pas développer une pensée de la photographie avec plusieurs artistes. Les formats étaient en train de s'agrandir beaucoup, on pouvait pas en montrer, donc on était un peu bloqué, quoi. Mais en même temps, il reste certains des artistes qu'on a connus à ce moment-là, qu'on a commencé à représenter, comme Ariel Bonzon, qui est la première photographe qui a travaillé avec nous, nous avons représenté, qu'on appelle la mascotte du coup. Et on ne trouvera pas beaucoup de galeries qui ont comme ça une aussi belle fidélité des deux côtés, hein, parce que c'est une sorte de mariage d'amour ou d'amitié, mais c'est une drôle d'histoire. Il y a Yves Roset aussi qui vient de cette époque. Beaucoup d'autres sont partis ou ont arrêté la photographie parce que c'était la période extrêmement délicate où il n'y avait pas de marché. Faut pas se cacher qu'on vendait quasiment pas ou peu d'images. Donc, la librairie très vite après est morte, enfin, a dû fermer parce que la Fnac est arrivée. Bien qu'on avait des raretés, des choses incroyables, mais comme les gens allaient acheter le tout venant à la Fnac, la librairie comme les disquaires, hein, c'était le même problème pour les disquaires. Donc, on a réimaginé autre chose en gardant le goût du livre, mais en le spécialisant autour des artistes de la galerie, au 38 rue Burdeau, ensuite. Parce que les 10 premières années, ça a vraiment été des années de construction, d'apprentissage, de magnifiques moments découvertes, mais aussi déboires. Donc, mais l'arrivée ici, dans ce quartier qui était à l'époque à Lyon très malfamé, tout le monde nous a trouvé dingues, mais nous on est des enfants de la Croix-Rousse, puis on est un peu dingues, je pense, parce que de toute façon on était déjà à part parce qu'on défendait la photographie et on était spécialisé dans la photographie. Donc ça nous a pas fait peur ce quartier, parce que moi j'en avais aussi un peu marre des gens qui venaient à la librairie, quand même photo et cinéma, et qui me payaient leurs livres, il y avait les photos derrière, qui disaient « Ah, mais c'est nouveau !» et qui voyaient pas et qui ne faisaient même pas la démarche d'aller voir ce qu'il y avait derrière. Autant ceux qui venaient voir la galerie, qui n'allaient pas acheter un livre, ça je pouvais entendre et comprendre, mais qui n'aillent pas, par curiosité, découvrir des images au mur, je trouvais ça assez incroyable. Donc je me suis dit, écoutez, c'est peut-être un peu prétentieux, mais au moins on sélectionnera ceux qui auront envie de se faire plaisir, de découvrir la photographie, ils se déplaceront. Et puis on avait un lieu tellement magique qui nous permettait d'avoir des labos photos aussi, parce que pendant des années, Jacques a tiré, et un certain nombre de photographes de la galerie ont tiré ici. Beaucoup, alors là les étudiants, on en est passé, j'ai jamais compté, mais un certain nombre qui ont fait de l'argentique dans les labos ici. Donc c'était une histoire, il y a beaucoup de gens qui ont comparé notre début d'histoire, comment on a créé notre galerie, avec et je perds le mot là, au Québec, comment ils appelaient ça, parce qu'on était un entre-deux, on n'est pas la galerie commerciale classique, attendue dans la tête des gens, ce qui est une galerie. On est sous forme associative, ça dit aussi les choses. Comme vous l'avez remarqué, ça porte pas notre nom, c'est Galerie Le Réverbère. Ce n'est pas anodin. Parce que je ne me voyais pas appeler la galerie Catherine Derrios et Jacques Damez, ou Damérios, comme on a appelé, parce qu'on a mélangé nos deux noms. Mais il y avait une idée du collectif quand même, et de l'équipe. Ça, on a toujours été très attachés à ça. L'association, il y avait les artistes de la galerie, les décisions sont prises beaucoup en commun. Il y avait une façon de construire. C'est bizarre, j'arrive toujours pas à retrouver comment ils appelaient ces galeries alternatives. Voilà, on avait un côté un peu alternatif qui existait à Berlin, mais on ne savait pas à l'époque. Hein, on a découvert après ça, de penser les choses autrement. Comment dire, les galeries qui existaient à l'époque.
je vais pas prononcer les noms, mais ont été des exemples et contre-exemples. C'est-à-dire que moi, je voulais pas qu'on vienne voir la galeriste, la directrice ou le directeur de la galerie. On n'était pas l'endroit mondain où se montrer. On voulait que les gens osent pousser la porte, parce que nous-mêmes venions de milieux où on avait la crainte, et je l'ai eu des années, la crainte de pousser la porte de mes collègues galeristes à Paris, où on se sent quand même, ça s'est un peu amélioré ça, mais quand même un peu déshabillé sur place, et est-ce qu'on a le bon porte-monnaie, quoi. Je veux pas être trop caricatural, mais il y en a une partie de vrai. Et dans la tête des gens, de toute façon, quand vous regardez l'image d'une galerie dans une série B, ça, on en a le fou rire, hein, c'est champagne, mondanité, un peu d'argent sale peut-être même au passage. Il y a une image de ce métier qui est quand même dure, et c'est dur de lutter contre, hein. Et notre fille, parce qu'on a une fille qui a vécu avec dans tous ses livres, dans toutes ses photographies, avec tous ses photographes, des fois elle en avait marre d'expliquer quand elle était petite. Je lui dis simplifie, hein. Ton père, tu dis enseignant, photographe et galeriste, tout de suite où on était des intellos, où on était un peu spéciaux, quoi. Parce que il y a une appréhension pour pousser la porte. Donc moi, je suis une militante, et dès le départage, de dire que ce sont des lieux gratuits. Vous connaissez des endroits encore gratuits où on vient voir une expo de l'importance qu'il y a en ce moment, par exemple, pour Klein, où il y a 104 photos, un vrai travail de commissariat. Mais nos institutions sont un peu responsables de cela, hein, parce que eux aussi, alors ils en ont pris la mesure un peu depuis quelques années, mais on avait quand même un rapport un peu pas toujours assez respectueux de ce qu'on faisait, de ce qu'on était, de comment on travaillait. On ne sait pas assez travailler la main dans la main. Il y aurait beaucoup à dire sur la relation publique et privée, quoi. Donc il fallait lutter contre cette idée. Et l'avantage de la photographie, par contre, c'est qu'il y avait un public. Toujours dit que ça a été notre force. Parce que les gens qui se plaignaient des use-moquettes, alors, je les comprends un peu, parce qu'il y a des moments là, quand il y a vraiment beaucoup de monde, c'est très très fatigant d'être au public. Mais en même temps, moi, s'il n'y avait pas eu de public, tous mes collectionneurs sont nés du public. Ils sont pas tombés de nulle part. Alors pour certains étaient déjà des collectionneurs ailleurs, mais il a bien fallu les amener à découvrir, à aimer, jusqu'à avoir envie d'acheter. Ce qui est quand même une démarche passionnante, mais lente. Donc, voilà, le Réverbère, en fait, c'est le nom de la librairie au départ. Hein. On l'a gardé. Après, il y avait Galerie de Réverbère 2, parce que on disait deuxième lieu, et on est deux, puisque la librairie a disparu et puis que le patron de l'époque a changé d'histoire et de vie. Mais ces livres et cette librairie, ça a été fondamental pour notre éducation et pour notre formation. C'est la formation sur le terrain. Comment vous avez fait pour vous entourer au début? Comment les photographes, du coup, est-ce que c'est avec votre mari, peut-être avec ce qu'il faisait, qu'il a rencontré des photographes pour exposer? Voilà, comment se sont faits les débuts, autant sur le côté visibilité auprès du coup du public, des collectionneurs, des institutions, enfin voilà, comment se sont un peu passés les débuts? Ça, c'était compliqué. On a tout fait beaucoup à l'intuition, à l'énergie, à une capacité, je crois, de travail assez importante et à une certaine naïveté. Mais c'est beau, la naïveté, ça aide à avancer, parce que si on réfléchit maintenant, on se dit qu'on était un peu fou et on l'aurait pas fait. Mais on allait, bien sûr, Jacques était déjà allé dès les débuts aux rencontres d'Arles, aller voir il était curieux de tout, il allait voir toutes les expos qu'il pouvait. Lui, il a vu l'expo de Klein à la Fondation nationale de la photographie à Lyon, 78. Bon, on s'est rencontré l'année d'après, moi je l'ai pas vu celle-là. Et il était à l'affût et une envie, une appétence pour la photographie. Donc, en fait, au début, Arles, c'était magique. C'était magique, vraiment, parce que c'était vraiment les rencontres de la photographie. C'est-à-dire que c'était les rencontres, on rencontrait au coin de la rue, personne se cachait, ça a quand même beaucoup changé, ça, vraiment beaucoup. Le plus grand photographe, les Douaneaux, les Kertész, enfin, on pouvait leur parler en toute simplicité, on était tous
dans le même bateau, on était tous des passionnés et on avait tous conscience qu'il fallait se battre pour la photographie. Donc on était à égalité et on essayait de faire avancer les choses ensemble. Alors évidemment, on avait des préférences comme tout le monde, mais donc là-bas, on a énormément appris, énormément travaillé et énormément trouvé de photographes. Et puis il y avait ceux qui venaient aussi spontanément nous proposer leur dossier, comme Ariel, qui avait entendu parler de nous par des amis et qui a amené sa petite valise, je la vois encore, nous déballer ses œuvres qui étaient mix média à l'époque. Donc elle mélangeait dessin et photographie, et c'était tout très bien rangé, et ça c'est resté pareil. Voilà, et on a beaucoup croisé de gens, et puis grâce au fait qu'on avait une vraie culture par le livre, les gens étaient contents parce qu'on connaissait leur œuvre, donc ça nous facilitait aussi la rencontre. Voilà, et Robert Doisneau, il a exposé chez nous en 82. Quel homme délicieux, mais délicieux, vous pouvez pas imaginer. Qui en revenait pas, qui rigolait lui-même de ses prix, et il a jamais vécu au départ la vente de ses photographies. Donc il y avait une humilité qui facilitait la rencontre, et puis quand il a dit oui, par exemple, Robert Doisneau, quand il a dit oui à l'expo, c'était incroyable. On était allé à une signature de ses livres de 2 secondes d'éternité à Roanne, dans une librairie à Roanne. Mon mari, sa famille vient de là. Et quand il a dit oui, il nous a raconté que c'est parce qu'il se rappelait de nous. Il était tellement touché, et je comprends tellement ce qu'il veut dire maintenant que j'ai l'âge qu'il avait à l'époque, plus de 60 ans. Il avait été tellement touché que des jeunes lui fassent signer un livre pour eux, voilà, nous on était tout intimidés. Il s'est rappelé de ça, il nous a reconnus, et il a dit ok, je suis partant pour faire une exposition. Parce que et Klein était pareil. Klein, s'il voyait, quand il a vu qu'il avait un public très jeune chez nous, il était ravi, parce qu'il disait je vais continuer à vivre longtemps. Ça perdure. Je sais pas comment expliquer cela, mais c'est assez magique. Maintenant, je le perçois. Donc les choses sont faites très vite parce qu'il y avait un tel manque. Il y avait une telle avidité, il y avait tellement rien, et en plus, une fois de plus, pas à Paris, qu'il y avait une attente, je pense quand même. Et l'institution, ça a été un peu plus long. Hein. Bon, je vais essayer de pas être trop sévère, mais bon, ils le savent déjà, je l'ai déjà dit, et je suis connue pour mon franc-parler, mais ça a été... là, on a pris notre 4L à l'époque. Après, c'était notre Toyota, mais on a fait nous appelait les galériens de la photographie. On a fait du militantisme et on a fait le Tour de France et plus en allant démarcher les lieux de toutes sortes. Et beaucoup à l'époque, théâtre, centre culturel, pour leur donner envie de montrer de la photographie, d'offrir leur mur à la photographie, d'aller voir les musées, et la Naissance, parce que quand même on était dans les années Lang. On n'a pas su en profiter au niveau des subventions, mais je le regrette pas d'ailleurs. Mais par contre, il y a eu la naissance des artothèques et des FRAC à l'époque. Donc on est allé faire le tour de toutes ces nouvelles structures. Et en fait, ça nous a beaucoup servi plus tard, quand on a fait les foires. On en reparlera peut-être de ça, mais on s'est rendu compte que c'était une de nos forces, là, par contre, par rapport à nos collègues parisiens, qui disaient, mais vous connaissez tout le monde. Ben oui, on était tous allés les voir. Donc on connaissait leurs lieux, on connaissait les personnes, on pouvait leur faire des propositions après. Donc en effet, on a créé, et là je vais rejoindre Françoise Paviot, j'ai beaucoup aimé dans votre échange qui parlait de l'importance du fichier. Tout de suite, on s'est dit, bon, on n'est pas de Paris, on n'est pas du monde, on a 10 ans de moins que tous nos collègues, on était très jeunes, donc on était un peu snobés, il faut le dire. La force, c'est, les gens vont pas venir à nous tout de suite, il faut qu'on aille à eux. Donc il faut faire savoir qu'on existe, et travailler le fichier. Et encore maintenant, moi j'ai des assistantes en or, il y a Laure là qui est autour, qui elle aussi est une accro du fichier, mais tous ceux qui arrivent et qui ont été là, je les enquiquine avec mon histoire de fichier. Voilà, c'est quelque chose qui est précieux, qui est fondamental pour fichier continuer. Avec des contacts. Voilà, le fichier avec des contacts. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, au début, mes fichiers, ça les fait rire, ça, parce que ça, ils ont pas connu. Mais c'était des petites cartes de Bristol dans une boîte fichier avec ABCD, et on cherchait, on sortait, voilà. Mais on a toujours été attentif à cette question. Donc,
Je pense qu'on est arrivé à un bon moment aussi. C'était le tout début de certains artistes d'art contemporain qui s'intéressaient à la photographie. Il y avait plein de photographes. On est un pays de la photographie et on est connu pour avoir beaucoup de très bons photographes. On était déjà le pays des meilleures agences. Donc il y avait quelque chose là qui était là, mais il fallait que ça éclose. Les photographes se sont pris en main et après ça s'est professionnalisé. Bon, l'école d'art, elle est née dans les années 81 ou 82, je sais plus, mais vous voyez, tout s'est mis en place aussi à ce moment-là. Donc on a vu naître toutes ces structures en même temps. Donc il y avait une espèce d'émulation aussi, je crois. Et pourquoi vous pensez qu'il y a eu du coup un changement par rapport à ce que vous disiez à Arles, rencontre avec les photographes qui est moins facile Ah ben oui, parce que c'est plus du tout pareil. Ça s'est formaté, institutionnalisé. Pour quelles raisons vous pensez? Économique, politique, la volonté de certains directeurs. Après, les gens se sont un peu enfermés dans leurs hôtels. Alors qu'au départ, les hôtels étaient l'endroit, l'hôtel Arlatan, où on rencontrait tout le monde et où on se rencontrait place du Forum et on se hélait. Et c'est devenu, ça a été repris en main aussi par un certain pouvoir culturel, l'institution et d'une machine économique aussi. C'est devenu de plus en plus gros et l'institutionnalisation n'a pas forcément fait que du bien. C'est-à-dire que moi, j'ai connu une époque, les collectionneurs y venaient, les photographes de tout pays. Moi, c'est l'endroit où je payais mes photographes étrangers, par exemple. Ils se sont lassés parce que c'est devenu des rencontres, mais c'est devenu un événement, festival, grand public. Pour développer le grand public, c'était plus autant la famille de la photographie et des photographes qu'au départ. C'est devenu une autre machine. Alors bon, très bien, elle participe aussi maintenant à la culture du grand public. Mais nous, on n'y retrouve pas cette camaraderie photographique, je sais pas comment on peut dire ça. On l'a retrouvée après à un autre endroit qui était merveilleux, qui était l'été photographique à Lectoure, qui a été créé et fondé par François Saint-Pierre, qui vient aussi de changer de main, qui était aussi un photographe. Voilà encore un lieu. Et c'était pareil, il y avait une convivialité extraordinaire là-bas et des échanges, une grande convivialité et en même temps une grande capacité encore de débat où on poussait les choses loin. Bon voilà, on est un peu des nostalgiques de cette question-là, je crois, parce que l'échange, le dialogue, la transmission de ces compétences, c'est important, mais pour faire de la transmission, il faut être deux. Il faut qu'il y ait des gens qui veuillent transmettre et il faudrait aussi que la nouvelle génération accepte de penser qu'elle ne sait pas tout déjà grâce à soi-disant Internet et les réseaux. Il faudrait aussi qu'elle se dise que voilà, on est utiles les uns aux autres. D'où le fait d'ailleurs que j'ai fait une expo qui a été très importante symboliquement là pour les 40 ans, qui s'appelait La parole aux assistants, assistantes, pour dire que tous mes jeunes que j'ai vus passer à la galerie, sur 40 ans, on a eu 20 ans où on n'était que tous les deux et 20 ans où on a eu une première assistante en 2000, donc je trouvais ça 2001, je trouvais ça drôle que ça soit partagé en deux. Et il y avait un moment que ça me trottait, j'en avais parlé à Lourdes depuis des années. Là, je me suis dit pour les 40 ans, c'est important de dire que on est encore là parce qu'ils sont là. On est encore là parce qu'il y a des photographes, parce qu'il y a des collectionneurs, mais parce qu'il y a une équipe. Et dans ce milieu, beaucoup, on oublie de parler de ça. Dans les festivals, toutes ces petites mains de l'ombre qui travaillent comme des dingues, et tous ces gens qui pensent. Moi, tous ces assistants que j'ai formés, qui sont au bout d'un temps, évidemment, partis parce que le culturel, ça paye mal, et qu'ils ont besoin d'évoluer, et qu'ils ont fait, mais ils ont trouvé du boulot, heureusement, très bien et très facilement derrière. Mais on a gardé le lien avec eux. Ça a été précieux pour eux comme pour nous, parce qu'ils nous ont nourris aussi de leur naïveté. On se régénérait aussi de ce côté-là, c'était rigolo, de leurs compétences. Et sans eux maintenant, avec tous ces techniques, réseaux sociaux, informatiques et tout, voilà, on est bien content qu'ils soient pour certains des geeks à ce sujet. Et sur cette idée de galerie et de vie quotidienne, est-ce que vous pourriez présenter pour les personnes qui ne savent pas trop quel est ce métier de galeriste, nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et puis en quoi quelles sont les difficultés, peut-être en prenant un exemple
d'expositions que vous avez fait pour montrer comment est-ce que vous montez une expo et quel est un petit peu votre quotidien. Alors, le métier de galeriste, pour nous, clairement, il y a une différence entre être galeriste et marchand, sans animosité du tout pour les marchands. Ce sont des gens extrêmement compétents, cultivés, mais c'est un autre travail. C'est-à-dire que, généralement, ils travaillent sur des œuvres déjà reconnues, des artistes déjà reconnus, accomplis, et ils travaillent beaucoup leurs fichiers aussi. Il faut trouver les bonnes personnes à qui acheter et les bonnes personnes à qui vendre, et c'est un autre travail. Galeriste, c'est découvrir. C'est partager l'intimité d'un artiste. Et c'est ce qui est le plus passionnant, c'est de les voir, les accompagner, de grandir ensemble. Alors donc nous on a grandi avec notre génération, mais souvent ils étaient plus âgés que nous par contre. Donc on s'est beaucoup nourris, mais on est aussi leur premier critique. Être galeriste, c'est ça, c'est aussi avoir le courage de dire quand on est emballé, et aussi quand on est moins convaincu, et pourquoi on est moins convaincu. Alors là c'est le moment délicat par exemple. Ça passe ou ça casse avec un artiste. On a eu plusieurs ruptures à cause de ça, de notre franchise à dire les choses et dire mais c'est normal qu'il y ait des moments de creux. Il faut savoir les accepter. Très souvent, c'est pour mieux rebondir après. Mais c'est pas toujours facile à entendre. Et beaucoup, malheureusement, je sais aussi des fois de collègues hésitent à faire ça parce qu'ils ont peur de perdre les artistes. Et je pense que c'est d'autant plus vrai maintenant que la jeune génération se croit très bien formée, a fait des écoles, manque un peu des fois d'humilité par rapport à ça. Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est un moment délicat. La vie avec les artistes, c'est passionnant et complexe en même temps, et c'est pas toujours rose tous les jours. Mais c'est aussi extrêmement enrichissant quand on dépasse ses caps. Et cette découverte et cet accompagnement, maintenant par exemple, les gens me disent vous faites plus que des gens connus. Je leur dis vous me faites un beau compliment, parce qu'à part Klein, il est arrivé au bout de 10 ans à la galerie, à Plossu, mais il est arrivé, on avait déjà 20 ans de galerie. Denis Roche, dont on reparlera, parce que c'est notre père spirituel et c'est un cas particulier, mais il était très connu comme poète, intellectuel, éditeur, mais très peu et très mal comme photographe. Donc là, on a participé aussi à son aventure photographique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dû rester et continuer avec nous. Tous les autres, quasiment, ont fait leurs premières expos personnelles chez nous. Ont commencé leur histoire. Et on les a rencontrés, comme Béatrix von Conta, on les a rencontrés à Arles, Lionel Fourneau, ça me revient pas tout, mais on les a connus là, et on a appris ensemble, on s'est nourris passionnément, comme Serge Clément qui est québécois. Lui il doit nous battre pour la bibliothèque par exemple, il a une bibliothèque de dingue. Quand j'ai un trou sur un photographe, je l'appelle, je suis sûre qu'il va me trouver quelque chose. Donc voilà, ça c'est ça le métier de galeriste, c'est un métier hautement fragile économiquement, mais hautement riche intellectuellement, parce que on a des débats en profondeur sur ce qu'on pense de la photographie, sur ce qu'on veut qu'elle soit. Alors après, il faut entraîner les gens. Donc on a entraîné plus vite, on est meilleur manifestement. On a été meilleur pour convaincre les artistes et les collectionneurs que l'institution, qui a quand même été un temps de retard, beaucoup de temps de retard, à part quelques lieux incroyables qui nous ont fait confiance. Bon, le musée Nicéphore-Niépce, c'est un premier musée photo, mais ça tenait à la personnalité de son directeur, qui était Paul Jay, qui a été notre grand-père photographique, par exemple. Mais, par exemple, avec les fonds régionaux d'art contemporain, là, ça a été un assez beau ratage, on peut dire. La plupart n'ont pas su avoir ou on n'a pas su, je sais pas, établir le rapport avec eux et les ouvrir à la photographie et à toutes les photographies. Parce qu'il y avait aussi cette guéguerre, oui ça j'oublie de le dire, mais c'est un peu passé, mais il y a eu cette guéguerre très longtemps, très insupportable, entre la photo et la photo contemporaine, la photo plasticienne de ce vilain nom. Et nous, on a toujours essayé de dire, bon, on est des obsessionnels de la photographie, mais on essaie de présenter toutes les écritures de la photographie. Quelle est pour vous la différence entre les deux types de photographie là que vous présentez? Pour nous, il n'y en a pas, parce qu'en fait,
pour nous, la photographie, comment dire, il y en a pas, il y en a une peut-être dans la forme, mais c'est pas ce qui nous interpelle quand on a choisi des artistes. Ce qui nous interpelle, c'est quand ils sont au bon endroit dans leur questionnement artistique, théorique, s'ils ont un vrai propos sur le monde, parce que quand même la photographie c'est son rapport au réel qui est fascinant, et de comment on parle de ce monde d'une manière, ça peut être en étant du documentaire, ça peut être en faisant de la mise en scène, ça peut être dans le portrait, on s'en fout du courant, de la thématique et aussi du sujet presque, on pourrait dire que le sujet est toujours un prétexte. Ce qui nous intéresse c'est l'écriture de chacun pour transcrire ce qu'il voit du monde et ce qu'il est dans le monde. Donc faire cette séparation de la photographie photographique et par contre la photographie a des spécificités, est un médium avec des spécificités, et ça on y tient beaucoup. Et ça c'est le problème que nous pose une certaine forme de photographie plasticienne, c'est que elle ne se sert de la photographie que comme un outil, un support, et pas comme une pensée. Alors ça, on est contre. Et malheureusement, il y a une certaine part de l'art contemporain qui a un peu tiré la photographie vers de ce côté-là. Et là, on trouve ça triste. Nous, on est très fidèles à la question de l'acte photographique. Donc, de la prise, du rapport mental à l'image qu'on a dans la tête et qu'on trouve dans le monde, et à ce rapport au temps qui rapproche beaucoup la photographie de la littérature aussi. Peut-être pour ça qu'on a beaucoup dans nos photographes de gens qui écrivent très bien, avec évidemment le grand écrivain qui est Denis Roche, mais il n'y a pas que lui dans la galerie qui aime et qui sait écrire. Moi, mes photographes, comme Béatrice von Conta, qui est allemande, elle écrit admirablement sur son travail. Jacques a une passion pour l'écriture, Ariel également. Donc, je pense, parce qu'il y a des ressemblances dans les actes de l'écriture et les actes de la photographie qu'on aime. Bon, c'est toujours difficile à définir, mais je crois que ça se voit quand même dans notre site. Justement, Ariel Bonzon, elle ne faisait pas de la photographie pure. Notre première artiste a été une femme, et elle venait des Beaux-Arts, et elle mélangeait art et matière et dessin, et après la pierre, la bois, enfin voilà. Elle faisait ce qu'on appelait, maintenant on ne dit plus, mais mix média, je trouvais ça rigolo. Et en même temps, on aime des photographes comme Bernard Plossu, qui a une œuvre d'une diversité incroyable, mais un Plossu, ça se reconnaît. Comment dire, il traite de tout et de rien, Bernard. Il n'a pas de sujet. Le sujet, c'est son rapport au monde, son rapport à la météo, j'allais dire. Il est le plus doué de tout ceux que je connais pour faire sentir l'humidité, la pluie, je sais pas, voilà. Et Denis a écrit des textes merveilleux sur la douceur presque insupportable de l'œuvre de Bernard Plossu. Et il y avait des familles aussi qui se sont faites. Ça très vite. C'était un tout petit milieu, donc les choses circulaient vite. Donc la confiance de l'un, et c'est pour ça que je dirais jamais assez notre reconnaissance à des gens comme Denis Roche ou William Klein, avec des personnalités tout à fait opposées et différentes, mais l'un comme l'autre, et ils ont été précieux pour la galerie, parce que ils avaient une réputation, pas toujours débutante, parce que c'était des gens, l'un comme l'autre, extrêmement pointus, exigeants, difficiles sur certains points, donc craints. Donc pour qu'on puisse travailler avec ces gens-là, les gens se sont dit quand même, la petite galerie à Lyon, pour qu'elle puisse travailler avec ce genre de gens-là, c'est qu'ils ont quand même un petit peu de, je sais pas quoi, des épaules carrées, un peu de réflexion, un peu. Donc ils nous ont été précieux parce que grâce à eux, les photographes qui eux-mêmes admiraient ces gens-là sont aussi certainement, ça a joué, venus à nous. Puis il y a une autre chose qui a été très importante dans notre histoire, je crois. Comme c'était très long et très difficile de vendre de la photographie, de faire des collectionneurs, on a très tôt eu l'idée, et ça on est les premiers, j'ose l'affirmer là, je pense que ça fera grincer quelques dents, mais je sais que c'est vrai, à avoir, comme on était à Lyon et qu'on était, voilà, quand on allait à Paris, on avait l'impression qu'on venait de Tombouctou chaque fois, c'était assez exaspérant. Donc on a construit très vite cette idée qu'il fallait diffuser les photographes à la galerie et ailleurs.
Maintenant, vous remarquerez que tout le monde, toutes les galeries depuis 15, 20 ans, le communiquent là-dessus. Mais nous, on a communiqué tout de suite là-dessus. Par instinct, par instinct, il faut qu'on existe. Donc on disait nos expos ici, puis en plus il y a eu 2 ans, on n'avait plus de galerie. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? On n'était pas morts, sauf qu'on n'avait plus de lieu. Donc on a communiqué sur toutes ces expos de diffusion. Et on en fait, alors maintenant avec le Covid a ralenti là d'un coup, vraiment violemment cette partie-là de notre travail, mais j'espère qu'elle va reprendre. Mais on faisait entre, on va dire, pour exemple, 15 et 30 expositions à l'extérieur, où on était les commissaires, où on les construisait, où on est allé les chercher. Bon, après, les photographes ont fait la même chose, on communique sur leurs expos qu'ils construisent avec ou sans nous, mais très souvent, à un endroit ou à un autre, on y participe. Maintenant, tous nos collègues le font, ça. Et ça a été notre force, parce qu'on connaissait bien les gens du milieu, on avait une bonne image, une bonne photographie de ce milieu, et les photographes, ça c'est eux qui nous l'ont dit, ils se disaient, putain, ils sont actifs. Ils avaient compris ce que ça voulait dire être galeriste, c'est faire aimer une œuvre, la défendre auprès d'un public, aider les gens à apprendre à dire plus que j'aime pas, pourquoi vous aimez pas, analyser un peu, et ensuite diffuser l'œuvre ailleurs. Pour que, voilà, c'est tout doucement, ça fait tout grandit petit à petit, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions que vous avez pu voir dans le milieu de la photographie sur les dernières années? Alors, je sais que c'est une question énorme, comme ce qu'on se disait tout à l'heure, mais voilà, est-ce que dans votre façon de travailler, au niveau des collectionneurs, oui, allez-y. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez des idées par rapport à ça, par rapport aux évolutions Alors oui. Alors, comme vous l'avez compris, j'ai dit au début, les premières décennies, c'était la décennie des amateurs, on va dire, des amoureux, des passionnés, des fous de photographie. Après, ça s'est professionnalisé, ça a changé, et il y a eu l'arrivée des foires. Donc je pense que ça a beaucoup changé de choses. En bien comme en mal, comme toute chose. En bien, parce que ça fait exister la photographie sur le marché. En mal, parce que parfois, là, le marché prend un peu trop le pas sur le reste. Compliqué. Bon, nous, on est nés, on a vu naître Paris Photo, et on a fait les 25 Paris Photo, c'est la 25e année cette année. Le jeune homme qui a créé cette foire était incroyable. Il était plus jeune que nous, il avait 25, enfin, c'était incroyable, oui, d'énergie. Et c'était étonnant parce que lui il a créé donc en 96, je crois. Oui, ça doit être ça. Il avait pas 30 ans, il devait même avoir beaucoup moins que ça, je crois. Et ce qui est incroyable, il est venu nous chercher à l'époque. Il avait repéré la galerie, et je lui ai demandé, il était assez réservé et timide, et il nous a dit un truc qui m'a fait ému, qui m'avait fait rougir. Il avait dit, j'étais étudiant à Lyon, et la première galerie à laquelle j'ai poussé la porte, c'est le Réverbère. Ça, c'était un beau compliment, exactement la réussite de ce qu'on voulait faire. Donc, j'ai eu mes premières émotions là, et il nous a invités à participer à l'aventure. Donc, c'est pour ça que des fois, ça me fait un peu sourire et un peu grincer des dents qu'on soit obligé chaque année de passer notre bac là et de rendre un dossier où on doit s'expliquer auprès de nos confrères de ce qu'on va montrer et faire. Voilà. Alors qu'on a vécu toute l'aventure, qu'elle était magnifique, au Carrousel du Louvre, qu'il y a eu, où il y avait une énergie incroyable, les ventes étaient pas magiques, mais on était tous heureux de se retrouver là, on s'entraidait, l'ambiance avec les collègues était vraiment super. C'était la fête un peu là, c'était la fête à la photographie là. Voilà. Bon, maintenant le marché est beaucoup plus développé, mais tout c'est beaucoup plus aussi ready, il y a plus de conventions, il est arrivé un autre type de collectionneur, plus spéculateur, plus voilà, là il y aurait un sujet à faire, il y aurait de quoi développer et dire. Donc nous on est un peu le cul entre deux chaises pour tout dire. Grâce au fait qu'on a une réputation, la longévité, on est respecté dans nos choix et dans notre positionnement, et on sait qu'on est des gens clairs avec nos photographes et tout ça, on résiste. Mais une jeune galerie qui démarre maintenant, bonne chance, c'est pas facile.
ils peuvent pas réussir l'aventure comme on l'a fait pour des problèmes d'économie surtout, et de cette économie de l'argent et de ce problème de foire qui coûte une fortune et qui impose un modèle. Voilà. Nous, on a eu la chance, bon, il fallait la saisir, hein, il fallait prendre de risques puisqu'il n'y avait pas de marché, mais de créer notre modèle, si on peut dire, mais qui, pour moi et pour nous avec Jacques, c'est ce qui nous rend triste. Notre modèle de galerie risque de disparaître, aura de la peine à continuer, je crois, dans l'esprit dans lequel on aime. Donc voilà, donc nous les foires, il faut en passer par là. Vous en faites d'autres? Non, on a fait la FIAC 5 ans. Mais très vite, ils avaient compris qu'ils avaient fait l'erreur de pas prendre au bon moment la photographie, et qui est née justement Paris Photo. Donc ils se sont dit, oh zut, là on a raté un coche, il se passe quelque chose dans la photographie. Donc ils ont racheté Paris Photo. C'est d'ailleurs là que les choses ont commencé à beaucoup changer, hein, pour tout le dire. Je vais encore pas me faire que des amis, mais voilà. Donc, mais donc nous, assez orgueilleux, mais je l'assume. On s'est dit, ils vont nous virer parce que la photographie, ils vont vouloir mettre d'autres galeries et ils vont spécialiser de l'autre côté Paris Photo. Donc on est parti avant qu'on nous vire. C'est plus agréable. Donc on a fait de 99 à 2003 à la FIAC, mais alors là, à perdre tout le temps, hein. Tout le temps à perdre. Et ça coûtait aussi cher, évidemment, le même prix que Paris Photo. Donc, et là, je ne dirai jamais assez merci à nos photographes. Parce qu'ils étaient impressionnés, parce que là aussi, pour la FIAC, merci Françoise Pavio aussi, c'est elle qui on avait demandé à Françoise de choisir un petit pôle de galerie, je sais plus si c'était 5 ou 10, je me rappelle plus ça, mais c'était un tout petit pôle. Et elle nous a invités à payer, mais invités sans dossier à présenter. J'ai cru que c'était une blague, c'est arrivé avec un fax, je me souviens. Et se payer 2 foires en même temps, c'était de la folie. Et les artistes de l'époque ont dit, bon, on peut pas vous aider de l'argent, mais si vous vendez, on vous donne, on ne rend pas notre commission pour que vous puissiez le faire. C'est pas beau, ça? Ça a fait rêver plusieurs de mes galeristes qui se demandaient comme collègues comment on faisait avec nos photographes, avec nos collectionneurs. Mais je pense on a créé une énergie, une famille avec des valeurs qui fait qu'on s'est tenu, on se tenait les coudes, je sais pas comment l'expression, ensemble, et qu'ils étaient tellement flattés et fiers qu'on puisse avoir la FIAC. Ils ont dit, mais moi je suis pas fait, faut pas nous mettre, surtout pas, on n'est pas fait pour être vendu à la FIAC, mais on sera derrière vous à Paris Photo si on vend plus, tu auras une meilleure commission et tout. C'est quand même beau, quoi. Voilà, parce que c'était vraiment dur à tenir économiquement, hein. Et même encore maintenant, ça reste extrêmement difficile. Une autre question qui est aussi assez grosse, du coup, que vous pouvez aussi prendre par le bout que vous souhaitez, c'est vraiment votre avis personnel d'aujourd'hui en 2022. Selon vous, est-ce que vous avez eu des intuitions, est-ce que vous voyez des choses se profiler pour les prochaines années dans le milieu de la photographie? Alors, oui, évidemment, comme je dirais, je suis pas devin, mais on sent des choses. Par exemple, par rapport aux évolutions, il y a une chose très positive et très importante. En plus, on en parle tout le temps, même si je trouve parfois de façon un peu ridicule cette question de genre. Mais l'arrivée des femmes collectionneuses, ça, c'est une grande nouveauté. Moi, au départ, je n'ai connu que des collectionneurs, hommes, avec des femmes qui souvent soit ne venaient pas, soit résistaient à l'achat, alors que maintenant, il y a des femmes qui collectionnent et dirigent leur collection et sont le moteur. Ça, c'est totalement nouveau. Depuis maintenant, je dirais 15, 20 ans. Mais ça va avec le fait que les femmes sont devenues de plus en plus indépendantes, avec des vraies professions reconnues où elles ont un pouvoir économique et où elles ont pris leur indépendance. Donc ça, c'est très bien, et pourvu que ça continue. Pour la photographie elle-même, on est dans une période quand même très... Partout là dans le monde et dans notre société, on est en plein chamboulement. Je sais pas bien ce que va devenir le monde, hein. On est quand même tous un peu inquiets. On est à un moment de transition, donc les moments de transition sont dangereux. Alors, il y a eu le numérique, bien sûr. Nous, au départ, le numérique, tout le monde nous disait ça va être la mort de l'argentique. On n'a jamais eu peur de ça. Manifestement, on a eu raison, parce que, au contraire, la jeune génération y revient. Bon,
pour des raisons, parce que c'est vintage et tout, mais parce que plus que ça, je pense qu'ils ont bien compris que l'acte photographique, avec une pellicule qu'on attend, un développement, le rapport au temps pour la construire, la choisir sur sa planche contact, que tout ça c'est précieux pour avancer dans son œuvre. Parce que le problème de Instagram et tout ce qu'on veut et de tous les dossiers de folie que je reçois maintenant, où je suis noyée sous des dossiers, moi qui réponds à tout, ben là j'y arrive plus, j'en ai une centaine en retard là par exemple, mais parce que beaucoup de photographes croient que dès qu'ils ont fait 10 bonnes photos, ils sont photographes. Et non, c'est un peu plus compliqué que ça. On n'aura pas le temps de développer, mais comme on parle à des gens qui connaissent la photographie, comprennent ce que je veux le dire. Moi aussi je fais de bonnes photos, et je sais bien que je suis pas photographe. Moi aussi je me suis formée, l'œil et le regard, et que je fais des photographies, mais je fais pas œuvre. Et le numérique qui va trop vite, où on voit tout de suite ce qu'on a fait, où des fois on jette trop vite ce qu'on a fait, ça laisse pas de temps, on se donne jamais le temps. La photographie, il faut se donner du temps, ça fait partie de sa construction, elle se fait bizarrement vite, c'est un instantané, on appuie sur un bouton, mais il faut avoir cette notion de temps pour faire une œuvre photographique, et donc pas être toujours dans le flux. Donc ça, il va falloir voir comment ça va se rééquilibrer. D'ailleurs, il y a comme des labos qui commencent à regretter d'avoir jeté tous leurs agrandisseurs, parce qu'il y a de nouveau quand même une demande. Il y a des grands tireurs comme... d'ailleurs, il y a des prix maintenant qui valorisent le rapport tireur-photographe, comme Guillaume Jeunesse, qui travaille beaucoup avec nous, avec la galerie, avec plusieurs photographes de la galerie. Comme l'expo qu'on fait en ce moment en l'honneur, bien sûr, de l'hommage, c'est un hommage à l'œuvre de William Klein, mais c'est aussi un hommage à sa fidélité à un tireur, qui est Pierre-Louis Denis, avec qui il travaille depuis plus de 30 ans, qui l'a fait à sa main. Pierre-Louis Denis, comme l'a appelé un collectionneur avec humour, c'est le Klein masqué. Oui, c'est son alter ego. Il fait des tirages comme le souhaitait Klein, qui n'en avait pas la patience. Parce qu'il faut de la patience, et être photographe, c'est pas forcément être un bon tireur. Il y a plein d'exemples dans l'histoire. Donc la photographie telle qu'on l'aime, elle est fragile là en ce moment, parce que le marché aussi a pris beaucoup de place, parce que le rapport à l'art contemporain, tout ça est encore bien compliqué, et qu'il n'y a pas assez de vraies compétences. Bon, j'ose espérer que ça va bouger, que votre génération va prendre le relais. C'est ce qu'on attend, nous, maintenant. On aimerait bien voir, parce qu'on est quand même très peu de galeries photographiques qui défendent vraiment la photographie. On reste très peu nombreux. Donc, mais je comprends bien que le problème des loyers, c'est très bête ce que je vais dire, mais complique les envies de la jeune génération. Mais j'espère bien que cette jeune génération va pouvoir trouver des solutions et inventer des nouveaux modèles pour qu'une certaine photographie résiste et ne disparaisse pas. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ou que vous souhaitiez aborder dans oui, en fait, là, vous me faites remonter la vie et tout. Du coup, il revient plein de choses, et je me dis que j'ai oublié plein de photographes et d'anecdotes et de choses importantes. Oui, moi, je voudrais dire que je ne remercierai jamais assez la passion des collectionneurs, parce que sans eux, on serait pas là. D'ailleurs, l'expo précédente de Klein, on avait fait Klein plus 10 collectionneurs. Quand j'ai donné la parole aux assistants, en fait, c'était une façon de les remercier avant tout, une façon de parler de la transmission, parce que je pense que c'est très important dans notre époque en général, et pas que pour la photographie. Et une troisième chose, c'était de dire à la jeune génération qui vient voir nos expos, parce que ça, j'en suis très fière, on a un public très varié, il est resté très varié, même nous vieillissants, c'est que quand ils ont créé leur mur, ils étaient tous très émus et fiers de notre proposition, mais très inquiets aussi. En fait, ils sont devenus collectionneurs. Ils ont fait un mur. Ils ont choisi des images qu'ils auraient bien aimé emporter chez eux. D'ailleurs, pour certains, certaines des images, ils les avaient déjà chez eux, soit par troc, soit par achat, voilà. Donc c'était dire, vous voyez, une collection,
ils travaillaient tous à partir du même fond, des mêmes 20 photographes qu'on représente. Et je vous assure, et que c'est pas juste une vue de l'esprit de ma part, entre leur texte, le concept qu'ils avaient développé et leurs images, les gens, même sans les connaître, sentaient leur personnalité. Une collection, c'est se raconter à travers les images. Et donc ça, c'est vraiment passionnant. Et puis les collectionneurs, tu rencontres des tonnes de gens différents qui viennent de métiers très divers, donc tu t'ouvres au monde, quoi. Et les photographes, moi on n'est pas des grands voyageurs, nous. Par contre, on a beaucoup voyagé à travers les images de nos photographes, avec des gens comme Rip Hopkins, par exemple, qui ont beaucoup arpenté les pays de l'Est. On s'est cultivé à travers leurs images, ou des gens comme Serge Clément, qui est aussi un globe-trotter. J'ai fait une exposition qui s'appelait Globe-Trotter juste au moment du premier confinement. Mais c'était un peu étrange. Voilà, je pense que c'est important. Et puis, peut-être pour finir, j'aimerais assez lire, parce que c'est aussi l'histoire d'un couple. Et c'est aussi une histoire fusionnelle d'un couple d'amour avec une fille qui parfois a subi Alice, sa grande famille des photographes, parce qu'elle est fille unique, mais qui a su aussi en garder le bonheur du livre, le bonheur de l'image, le bonheur des beaux-arts. Voilà, et c'est ça. Et maintenant, notre but, ça c'est un appel, mais la ville de Lyon le sait depuis longtemps, mais ça fait des années que je dis que cette ville mériterait véritablement une vraie institution pour la photographie qui nous perdure, parce qu'une galerie, c'est très difficile de la faire, de la transmettre pour le coup. C'est pour ça aussi que j'avais monté le carnet dont vous avez parlé tout à l'heure, et je vous en remercie, parce qu'il était déjà dans cette idée de partager avec nos collègues, de nous donner une force et une image, puisque Lyon est une magnifique ville riche de beaucoup de manières, et c'est une ville en plus très agréable à vivre, mais en photographie, il y a eu un ratage total. Donc on est plein de petits lieux, donc on s'est mis à plusieurs pour dire que ça existe, mais on aurait besoin d'autre chose. Donc la nouvelle municipalité, la nouvelle adjointe à la culture, Madame Nathalie Perrin-Gilbert, a des envies et des espoirs, mais je ne sais pas si on arrivera enfin à créer quelque chose qui a eu existé en 81, quand on s'est ouvert, il existait la Fondation nationale de la photographie. C'est devenu l'Institut Lumière, le cinéma a poussé un peu la photographie dehors. Et nous, on s'est, mais merci à la Fondation nationale de la photographie, parce qu'on s'est aussi créé en réaction. Tout ce qui se crée, ce qui est bien quand les choses se créent, c'est qu'il y a de l'échange, du dialogue et de la contradiction. C'est ça la démocratie aussi. C'est aussi politique tout ça. C'est que le fait qu'on soit pas tout à fait satisfait de ce qu'ils faisaient nous a donné envie, par rébellion, de faire autre chose et de prouver qu'on pouvait faire autre chose. Donc c'est important toutes ces dynamiques. Mais là, on est à un moment pareil, en suspens, parce que les finances sont pas là, parce que maintenant il est né beaucoup de lieux et commence exister, être identifié et ne pas être noyé sous tous les festivals. Voilà, trouver le bon modèle. Et on a failli l'avoir parce que Marc Ribou voulait donner avait la volonté de faire sa donation de photographie à la ville de Lyon pour faire une fondation sur le modèle, on va dire, de la Fondation Cartier-Bresson. Malheureusement, le maire de l'époque n'a pas compris que c'était un cadeau inespéré pour Lyon. Ça a été une très grosse déception pour nous. Je parle d'il y a 15 ans, qui nous a vraiment affligés. Donc depuis, on essaye de trouver une solution. Marc Ribou a finalement donné ces images au musée Guimet, et moi, pour faire un peu la boucle, la prochaine exposition à la galerie sur le Japon, dont je sais que vous êtes une adepte comme notre assistante Laure, Géraldine Lay est partie de 2016 à 2019, elle avait fait 4 voyages de 3 semaines chaque fois pour aller le nez au vent. C'est une jolie expression, mais c'est pas du tout critique. Mais elle se laissait justement d'être ouverte à ce qu'elle rencontrait, de ne pas tout savoir et d'aller voir là-bas et de créer ces itinéraires dans ce pays un peu mystérieux pour nous Européens. Et pour moi particulièrement, je connais mal, à part la photographie japonaise magnifique, je connais quand même assez peu cette culture. Donc elle est partie travailler en couleur dans ce pays grâce à l'aide de l'Institut français d'ailleurs. Et pour
en voyant l'exposition qu'a fait le musée Guimet l'année dernière à Paris, j'ai redécouvert une partie du travail de Marc Ribou sur le Japon, et je me suis dit, ah, voilà, ils n'ont pas voulu faire cette maison de la photographie au nom de Marc Ribou, et qui lui voulait qu'elle soit ouverte à la jeune génération, comme nous, on était habités par la même obsession, hein. Et ben à ma manière, en tout petit, je vais le faire. Je vais faire rencontrer Marc Ribou ses photos des années 58 sur le Japon et sur les femmes japonaises, surtout d'ailleurs, et Géraldine Lay en couleur avec des créations totalement inédites qui seront montrées en septembre en résonance avec la Biennale de Lyon. Donc là aussi, le dialogue, le duo, c'est 2 expos personnelles en fait, mais je pense que ce pont m'importe. Toute cette année, là, on l'a programmé sur cette histoire du partage, des équipes, on vient jamais de nulle part, quoi. Voilà. Et on doit rendre à chacun ce qu'il vous a apporté pour avancer et mettre une petite pierre de plus. Mais c'est, en photographie comme ailleurs, c'est capital. Et je voulais vous lire justement, je ne sais pas si je peux, si, allez-y. Un texte magnifique qui dit l'esprit de la galerie aussi. C'était pour les 20 ans de la galerie, on était invités au printemps de la photo. Comment ça s'appelait à l'époque, non? C'était à Cahors, comment ils appelaient le festival? Il a changé de nom tellement de fois. C'était le festival photo à Cahors, j'ai oublié de réviser, là. On avait demandé, on avait une carte blanche pour fêter nos 20 ans, et on avait proposé à nos photographes. C'est difficile de se raconter, de se faire son propre son propre, panégyrique, c'est ça le mot? Je sais plus. Parler de soi. Ouais. Parler de soi, c'est difficile, voilà. Donc j'avais demandé, comme ils écrivent bien, je l'ai déjà dit, de chacun écrire et choisir un texte et des photos pour faire cette expo. Je vais passer pourquoi le projet ne s'est pas fait comme il était prévu, parce que c'est pas la peine. Et puis maintenant, il ne m'en reste que le positif, c'est que Denis Roche avait joué le jeu et avait écrit un petit texte très étonnant. Voilà. Jacques et Catherine, selon Denis Roche. Un couple, c'est un rêve, un seul mot, couple, pour les 2 personnes. De copula, en latin, qui désigne le lien. Et doublement ici, s'agissant d'une dériose et d'un damèse, 2 noms qui commencent par la même lettre D et se terminent par la même lettre Z. Une chaîne, allons-y. Puisque couple est ce lien servant à attacher ensemble 2 ou plusieurs animaux de même espèce, mais que couple ne se dit pas de 2 choses semblables qui vont nécessairement ensemble, comme les chaussures. Les gants, on préférera paire. Couple se dit aussi de 2 êtres réunis par un sentiment ou un intérêt commun. Il y a aussi navire à couple, et on peut ramer en couple. Quelle merveille! Et que dire d'un couple élastique? Je laisse tomber l'italique. Que dire du moment d'un couple en mécanique? D'un couple thermoélectrique? Du couplet qui désigne 2 morceaux de fer accouplés par des charnières ou un morceau de chanson? Du couplage pour ne produire qu'un seul courant? Que de merveilles qui mènent si tranquillement à ces mots plus longs et plus lents: accouplement, copulation, pour ne rien dire du copulatif des grammairiens ou du copulateur des biologistes, de la copule chère aux rhétoriciens et de la cople qui enchanta tellement les gens de la Renaissance. Ah, couple, que de crèmes et de crêtes. Voilà, merci Denis. Très beau texte pour effectivement pour rappeler que effectivement on est dans un lieu avec des objets, mais c'est vraiment une histoire de personne, une personne voilà, et puis de couple comme l'a bien dit Denis Roche. Qui connaissait bien le pourquoi, puisque lui a fait un couple magnifique avec sa femme Françoise, qui a été à la fois sa femme, son modèle, sa muse, sa première critique, et qui mène un travail extraordinaire depuis qu'il est mort en 2015. Voilà, ça a été notre premier mort à la galerie, et c'était très lourd à porter. C'est très difficile d'ailleurs
d'accepter cela, parce que nous on était une galerie, ça travaille avec des vivants, et voilà, et on continue cette aventure avec elle, et elle le fait haut la main. Eh ben, merci beaucoup Catherine pour cet échange, voilà, pour toutes ces informations, tous ces détails, franchises, voilà, sur votre parcours et sur la galerie. Du coup, n'hésitez pas, pour ceux qui habitent à Lyon ou qui passent à Lyon, du coup c'est 1er arrondissement de Lyon. Et donc moi je suis venue en train, j'ai mis 40 minutes à pied de la gare, donc c'est vraiment dans le centre. À pied, bravo. À pied. Ah d'accord. Eh ben merci à vous Marine, parce que voilà, ça fait plaisir, et il y en a pas tant que ça dans le milieu qui ont fait le déplacement. Je sais pas, ce que je donnerai pas de nom, mais il y en a quand même beaucoup qui connaissent pas encore la galerie au bout de 40 ans pour de vrai. Donc merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!